Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la gestion du risque. Donc on va parler aujourd'hui de la vulnérabilité de l'entreprise et la façon dont justement on va devoir gérer les risques pour les limiter. Alors pour identifier les risques, on va commencer par ce qu'on appelle un audit interne, de façon à savoir un petit peu comment les choses se passent dans l'entreprise, à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des processus d'acquisition client, fidélisation, comment ça se passe au niveau de la facturation, et comment tout ça étant structuré, quel impact ça peut avoir sur l'entreprise. Donc à partir de cet audit, finalement, il va être possible d'optimiser les processus et de mettre en place les outils, les méthodes, les procédures qui s'imposent. Donc on va utiliser à ce moment-là ce qu'on appelle des tableaux de bord. Tout le monde connaît, qui doivent être excessivement visuels. Il faut toujours avoir finalement une vision globale de l'entreprise pour être en mesure de réagir rapidement en cas de problème. Alors, la plupart du temps, ces tableaux de bord, ça englobe l'ensemble des éléments qui vont être nécessaires, qui va être nécessaire de surveiller. Ça va reposer bien évidemment sur des indicateurs de performance et ils vont nous permettre de savoir où on se situe par rapport aux normes ou ce qui aura été défini préalablement. Donc habituellement, dans ces tableaux de bord, on utilise des couleurs, hein, des codes couleurs. Ça va du vert en passant par l'orange jusqu'au rouge. Tout dépend de là où on se situe par rapport à la problématique. Donc l'accès à ces tableaux de bord, ben, ça peut être limité au seul manager ou alors ça peut être aussi partagé avec l'ensemble des collaborateurs. Ça peut être notamment le cas lorsque vous avez des écrans dans les différents services de l'entreprise qui permettent de suivre les tableaux de bord et de suivre les couleurs qui sont distribuées en fonction des différents indicateurs de performance. Ça, ce tableau de bord de gestion, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de l'entreprise et vous allez avoir des informations qui vont être triées, qui vont être analysées pour pouvoir vous rendre compte en temps réel finalement de la dichotomie entre, enfin, les écarts éventuels entre les objectifs et les résultats. Donc ça va s'appuyer donc sur un certain nombre d'indicateurs et vous mesurez en fonction de ces indicateurs, vous allez pouvoir mesurer la bonne performance de l'entreprise et vous allez être en mesure au besoin d'ajuster votre stratégie et de vous recentrer sur les priorités. Le tableau de bord, ça permet aussi d'anticiper la prise de décision parce que ça limite un petit peu les erreurs et ça limite les prises de risques inutiles. Ça vous permet de faire des prévisions, donc d'anticiper sur l'actualité de l'entreprise, l'activité pardon, de l'entreprise. Alors pour bien concevoir ces tableaux de bord, il va falloir faire attention à deux choses. D'abord, il va falloir faire attention au caractère visuel des données. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une visualisation possible des données pour avoir cet aperçu en temps réel. Sinon, on va se pencher sur des rapports, on va se pencher sur toutes sortes de documents qui ne va pas nous permettre d'avoir une vision globale en temps réel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la data visualisation. C'est vraiment important d'avoir cette possibilité-là pour pouvoir avoir une vision claire et précise de l'activité de l'entreprise avec des tableaux, des courbes, des graphiques. Hein. L'idée, c'est pas de multiplier les outils. L'idée, c'est d'avoir les outils qui sont nécessaires à avoir pour pouvoir mesurer le fonctionnement et, au besoin, identifier le dysfonctionnement. L'autre chose, c'est que vous allez avoir des catégories incontournables d'indicateurs. Vous allez avoir 4 catégories incontournables sur lesquelles vous allez devoir pouvoir vous appuyer. La première, c'est les indicateurs économiques qui vont finalement mesurer les résultats, les coûts. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être la marge commerciale, le nombre de nouveaux clients, toutes sortes de choses. La deuxième chose, ça va être les indicateurs qui vont s'appuyer sur la partie physique, à savoir en termes de quantité, nombre de commandes, l'approvisionnement, le niveau d'approvisionnement, la logistique, le nombre de réclamations clients par exemple, la rotation des stocks, tout ce genre de petites choses qu'on aime bien. La troisième catégorie d'indicateurs, ça va être les indicateurs humains. Donc eux, ils vont s'intéresser à quoi? Ils vont s'intéresser
à la performance des salariés, ils vont voir l'absentéisme, les dépenses de formation, les accidents du travail. Donc, ils vont permettre de mesurer un certain nombre de choses pour qu'on ait envie de mettre en place des dispositifs pour améliorer au besoin les conditions de travail, pour augmenter la motivation des employés, pour améliorer les compétences des employés par des formations, toutes sortes de choses. Et la dernière catégorie d'indicateurs, c'est l'indicateur de suivi de projet pour renseigner sur l'avancée et la gestion de vos projets de manière plus spécifique. Alors, la façon dont l'entreprise va être en mesure de gérer le risque, ça va impacter énormément sur les parties prenantes, sur la vision que les parties prenantes ont de l'entreprise. Et ces parties prenantes, eh ben, il faut absolument les rassurer, il faut leur permettre d'avoir confiance dans l'entreprise. Pour ça, l'entreprise va utiliser un levier assez puissant qui est la certification. La certification, on va voir les labels juste après, parce que la certification, ça va venir donner une assurance de l'excellence des processus ou des normes, en tout cas, qui sont respectées par rapport aux produits, par rapport aux services. Comment ça se passe pour obtenir une certification? Ben, pour obtenir une certification, on va passer par des organismes certificateurs. Vous avez notamment l'AFNOR, qui est l'Agence française de normalisation. Et une fois que ces certifications vont être obtenues, ben, l'entreprise est réputée répondre aux exigences qui servent de référence à cette certification. Alors, c'est quoi les avantages de la certification? Ben, il y en a plusieurs, notamment le fait que, alors, vous disposez de procédures finalement qui vont être partagées, qui vont être reconnues, que ce soit pour la qualité de vos produits, que ce soit pour la santé et la sécurité de votre personnel, mais tout ça, c'est des choses qui sont faites au quotidien, respectées au quotidien. Et ça, vous êtes réputé pour ça. Ensuite, c'est une porte ouverte pour l'amélioration de la productivité, pour l'amélioration de la gestion des coûts financiers, que ce soit les coûts directs et indirects, pour donc vous avez une maîtrise des risques continue. Ensuite, la certification, ça vous permet de véhiculer en tant qu'entreprise une image d'entreprise responsable, une image d'entreprise engagée à créer un environnement de travail plus sûr, ou ça peut être aussi un environnement sur un plan plus l'environnement, le respect des règles d'environnement, hein, de manière extérieure à l'entreprise. Ça va dépendre un petit peu de la certification sur laquelle vous vous placez. Et enfin, ça va vous crédibiliser au niveau du respect des réglementations en vigueur. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert, sachant que ça peut aller aussi très loin, ça peut aller jusqu'à un impact sur le dialogue social, où on va impliquer le personnel, par exemple, sur la définition d'une politique de prévention des risques SST, qui va être une politique claire et transparente, et qui va être effectuée avec les employés. Donc voilà jusqu'où ça peut aller, la certification. Maintenant, vous avez la certification et vous avez ce qu'on appelle les labels. Donc, les labels, eux, ils vont plutôt se focaliser sur les caractéristiques d'un produit ou d'un service, comme par exemple le caractère éco-responsable d'un produit. Alors, il y a aussi beaucoup d'avantages d'avoir un label. Euh, pour commencer, c'est une source de différenciation au niveau concurrentiel, indéniablement. Et puis, vous avez un gage de crédibilité, de confiance vis-à-vis des clients. Ça apporte des garanties en matière de qualité et de provenance. Ça peut être le cas pour des produits par rapport à la provenance, par rapport à un Made in France, donc comme quoi c'est un produit qui a été fait en France. C'est très important ces labels-là. Alors ça peut paraître peut-être psychologique, mais c'est vrai que ça a un impact sur, tout simplement sur la commercialisation. Mais ce qui est le plus intéressant pour nous de savoir, c'est comment ça va impacter au niveau des parties prenantes, hein. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous allez pouvoir vous prétendre du label que vous utilisez, mais le label va pouvoir aussi se prétendre de l'utilisation de votre label par votre entreprise, hein. Donc ça va un petit peu dans les deux sens. Et puis, il y a un impact aussi au niveau de l'interne, puisque les collaborateurs peuvent ressentir qu'il y a une volonté d'engagement de la part de l'entreprise, et ça peut participer au sentiment d'appartenance et à la fierté d'appartenance à l'entreprise. Donc,
finalement, ces labels, ces certifications-là dont on vient de parler, c'est là pour rassurer les parties prenantes, c'est là pour démontrer la volonté de l'entreprise à tendre vers l'excellence, et ça permet d'acquérir un avantage concurrentiel indéniable et de gagner la confiance des clients et des prospects, mais aussi par exemple des banquiers. Alors, les risques dont on parle, quels sont ces risques auxquels l'entreprise est exposée? Il y en a énormément, mais on peut les catégoriser. On peut prendre 4 grandes catégories. On va avoir les risques qui concernent les données, les risques physiques, les bureaux, etc., les risques financiers et sociaux, les risques environnementaux. Hein, c'est les 4 grosses catégories qu'on va utiliser. Et on va s'arrêter pour commencer aux risques qui sont liés à la protection des données et des applications. Donc, c'est sûr qu'il faut pour l'entreprise, il est nécessaire de se prémunir contre les cyberattaques parce que les données sont au cœur de la valeur de l'entreprise. Parce que c'est des informations qui sont confidentielles, mais aussi parce que l'entreprise recueille des informations de la part de ses clients et de ses fournisseurs. Et donc, pour la crédibilité de l'entreprise, il faut qu'elle sache se protéger et protéger l'ensemble des données qu'elle a en sa possession. Alors ça passe aussi par le processus de sauvegarde. Hein. Si les données sont conservées sur un serveur physique dans les locaux de l'entreprise, il va falloir faire une sauvegarde avec un serveur distant. Parce que si jamais il arrive un problème, il y a un sinistre dans l'entreprise, ben forcément les données vont être perdues. Donc il va falloir absolument être en mesure de faire une sauvegarde distante et si possible d'utiliser une clé de cryptage ou d'encryptage qui va permettre en fait de ne libérer la donnée qu'une fois qu'elle sera déposée sur le serveur distant. Donc vous avez une vérification, en tout cas c'est une sécurité pour que la donnée ne soit pas exploitable pendant le transfert. Et la plupart du temps, on appelle ça une sauvegarde en miroir, c'est-à-dire que la donnée arrive sur le serveur local pour être stockée, et en même temps, il y a un miroir dans lequel elle se reflète, et le reflet de la donnée part sur le serveur distant. Donc, c'est-à-dire que ça permet de ne pas avoir à augmenter le débit, et c'est du temps réel, ça part en même temps sur le cloud. Alors, la protection des données de l'entreprise, c'est important pour plusieurs raisons, parce que il y a les données donc, des clients, les données des prospects, les données des fournisseurs qui peuvent être piratées. À ce moment-là, bon, bah, c'est sanctionné pénalement, ça peut être sanctionné. Et il y a aussi le fait que si vous perdez les informations, si vous perdez les données de l'entreprise, ça peut aller impacter la partie financière de l'entreprise et le fonctionnement même de l'entreprise jusqu'à l'arrêt total de ses activités. Alors, on est dans l'ère du numérique, donc on a des outils informatiques qui vont constituer pour l'entreprise les meilleurs atouts pour se protéger efficacement au niveau de ses données. Donc, l'entreprise qui veut s'assurer de tout ça va investir évidemment dans des logiciels efficaces qui seront adaptés à ses besoins. Et ils vont investir dans les logiciels qu'on appelle des DPO. Ce sont des logiciels qui vont respecter aussi la mise en conformité en termes de RGPD et pour s'assurer de la facilité de la gestion. Disons, on va faciliter la gestion de la donnée et faciliter l'accès à la donnée elle-même. Hein. Donc ça, c'est des logiciels qui sont faits de manière précise pour ça. Alors ensuite, on a une autre chose pour l'entreprise qui est importante, c'est la gestion des identités, la gestion des accès. Il y a des réflexes qu'il va falloir développer. Il ne faut jamais communiquer ses identifiants, même à des collègues, parce que si vous avez un cas, de fraude ou une problématique quelconque et que ça a été fait avec vos identifiants, il va être très difficile de dégager votre responsabilité. Donc, les employés vont devoir effectivement développer toutes sortes de réflexes. Ce sont à peu près les mêmes réflexes qui sont proposés, qui sont demandés aux particuliers, comme changer régulièrement son mot de passe, comme paramétrer un verrouillage rapide en cas d'inactivité. Toutes sortes de choses qu'il va falloir faire de manière régulière et automatique pour minimiser les risques. Alors si on va maintenant du côté de la cybersécurité et de la surveillance,
Alors ça commence bien entendu par des logiciels antivirus, anti-spyware, des firewalls, et tout ça il va falloir le mettre à jour régulièrement. C'est pas tout d'avoir mis en place tous les logiciels il faut que ces logiciels soient mis à jour régulièrement. C'est très difficile pour les entreprises d'antivirus de prévenir les attaques de demain. Donc elles vont réagir au fur et à mesure des attaques et elles vont développer des contre-attaques entre guillemets, et il va falloir que vous soyez en permanence au fait de toutes les nouvelles mises à jour. Donc ça peut se faire quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister. Alors après, vous avez les risques physiques. Ça, on ne va pas s'étendre là-dessus, puisque ça va être, vous en doutez, hein, incendie, inondation, enfin tous les risques qui peuvent être liés au matériel, aux locaux, aux bureaux. Un petit point sur lequel c'est intéressant d'insister, c'est l'erreur humaine. Après, on verra les risques financiers, mais au niveau de l'erreur humaine, malheureusement, à 95 voire 98% des cas, on est dans des problèmes d'erreur humaine avec des fichiers qui sont écrasés par mégarde, avec des fichiers douteux qui sont attachés qui sont en pièces jointes sur un email et qui sont ouvertes. Enfin, tout ça, c'est la porte ouverte à la perte des données et c'est la porte ouverte à l'intrusion d'individus malveillants venant de l'extérieur. Ça peut avoir des incidences catastrophiques et effectivement, ça peut arriver à l'arrêt de l'activité de l'entreprise et donc une méfiance de la part des parties prenantes. Donc pour ça, il va falloir en permanence travailler sur la formation des employés pour qu'ils aient les bons réflexes et qu'ils n'oublient jamais les fondamentaux en termes de sécurité. Alors, intéressons-nous maintenant au risque financier. Lui, c'est sûr que c'est assez large. C'est assez large, il couvre un vaste champ de possibles. Donc c'est tout ce qui dépend de l'activité de l'entreprise et de ses opérations financières. De manière générale, si on parle d'un risque financier, c'est le risque de perte d'argent suite à une opération financière, que ce soit un achat ou la revente d'un actif financier, mais aussi la vente de produits, la vente de services qui peuvent avoir une incidence financière. Et on se rend compte que la nature des risques va évoluer avec le temps, avec l'émergence de nouvelles technologies. Par exemple, là maintenant, il y a la blockchain qui permet de, de tenir une sorte de registre, ce qui fait que rien ne peut être effacé. On est en permanence, on va avoir des informations sur l'ensemble des données qui sont modifiées. Et tout ça, ça doit être surveillé par ce qu'on appelle les risk managers, dont c'est le travail finalement de gérer toutes ces choses-là. Alors, la mise en place d'une politique de gestion des risques dans l'entreprise, c'est une connaissance, un savoir-faire spécifique. Il faut qu'il y ait une personne qui soit responsable de tout ça, parce que, si vous voulez, les risques à couvrir sont liés intimement à la nature de l'activité de l'entreprise. Donc, il va falloir que les compétences métiers soient choisies en fonction des entreprises et des secteurs. Et d'ailleurs, la gestion des risques, c'est un des facteurs clés de succès de nombreuses entreprises qui dépassent le seul cadre des établissements financiers. Et vous avez donc des départements dédiés, spécifiques dans les entreprises pour la gestion du risque financier. Si on regarde maintenant le risque environnemental, qu'est-ce que c'est que ce risque environnemental dont on nous rebat les oreilles? Eh bien, tout simplement, c'est les risques que le simple exercice de l'entreprise peut engendrer et peut produire un impact direct ou indirect sur l'environnement humain et naturel de l'entreprise. Alors vous avez une norme qui s'appelle la norme ISO 31000-2009 qui définit officiellement la notion de risque lié à l'environnement, et elle parle de possibilité qu'un événement survienne et dont les conséquences seraient susceptibles d'affecter les personnes, les actifs de l'entreprise, son environnement, les objectifs de la société ou sa réputation. Hein. Donc voilà un petit peu ce que c'est le risque environnemental. Ce qui nous a permis aujourd'hui dans cette vidéo de faire un petit état des lieux des différents risques que l'entreprise doit gérer. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.